retard. Je mets pas les choses dans l'ordre. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Bien, j'espère. Couleur rouge. Oui, ça fonctionne. Et ben c'est parti. Dernier épisode, dernier tuto Arduino de 2019. C'est triste, je sais, mais on va tâcher de pas pleurer. On va rester fort et courageux. C'est comme ça. Et on reviendra de toute façon en 2020 encore plus fort, encore plus grand, encore plus créatif. Tout du moins j'espère. Donc ça devrait bien se passer. Je suis pas en avance, j'ai même pas pris mon café. Il va falloir me supporter en train de boire mon café. C'est comme ça. Mais du coup, voilà. Dernier épisode de 2019 pour les tutos Arduino. Pas le dernier épisode pas le dernier Twitch de 2019, mais pour les tutos Arduino, ça sera le dernier. Aujourd'hui, on parlera des capteurs. On va y aller à la cool, ça va être tranquille. On va faire un peu d'électronique, un tout petit peu d'informatique. Et ça va être vraiment pépère. Ça va être, on va avoir des choses qui sont pas trop compliquées, qui vont être bien pour augmenter un petit peu la connaissance générale des différents composants électroniques. Mais il y aura rien de super sorcier. Ça va être plutôt sympa. Ça va être plutôt tranquille. Parce que mine de rien, on le mérite. On est au 11e épisode, plus 2 épisodes spéciaux, donc ça fait quand même 13 épisodes en 3 mois, et c'était bien. Alors du coup, on mérite pour finir cette année. Ça, c'est comme à l'école. À la fin de l'année, à l'école, le dernier jour avant les vacances, on regarde un film, comme dans les cours, et ben là, c'est pareil. On va se faire un petit truc sympathique, tranquillement, doucement. Donc, le voici, le voilà. Aujourd'hui, on va parler des capteurs. Les capteurs, c'est la partie E sur le blog. Donc E, les capteurs et l'environnement autour d'Arduino. On va parler de différents types de capteurs. Alors il y aura des capteurs à résistance variable qui sont assez simples, des capteurs tout ou rien, TOR, tout ou rien, des capteurs un petit peu plus compliqués, notamment le capteur à ultrasons que vous avez déjà demandé plusieurs fois. Donc c'est le capteur qui permet de mesurer des distances via la technologie des ultrasons. Et on verra un petit peu d'autres choses. En fait, on va passer en revue tous ceux que le simulateur propose, et ça va permettre aussi de s'ouvrir à d'autres capteurs, puisque après, quand on a compris comment fonctionne un, on est capable après d'aller vers les autres et de comprendre comment fonctionnent aussi les autres. Donc voilà comment on va faire, voilà le plan d'attaque. Normalement, il n'y a rien de trop sorcier. Comme d'habitude, on va prendre notre temps. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous les posez dans le chat, et je tâcherai d'y répondre au plus tôt. Donc notre petit simulateur, le voici, le voilà. Et il a, comme d'habitude, tous nos composants qui sont par ici. Le premier capteur, ça fait longtemps qu'on l'utilise. Le tout premier capteur qu'on pourrait imaginer, c'est le bouton poussoir. Parce qu'après tout, un bouton poussoir, c'est jamais qu'un capteur de pression. Quand vous appuyez dessus, vous détectez qu'il y a une pression ou pas sur le bouton. Et donc vous captez. Vous êtes capable de convertir une information physique en information électrique. Vous êtes capable de capter s'il y a une pression ou pas. Et mine de rien, c'est pas des bêtises, puisque ce bouton poussoir, il est utilisé par exemple dans les robots qui servent à faire le ménage. Vous savez, les petits robots qui naviguent automatiquement pour passer l'aspirateur. Salut Chris et salut Asgard. Asgard est 13 ou Asgard, je sais pas, si je prononce mal, t'hésites pas. Donc dans les petits robots aspirateurs, vous avez souvent devant, sur les côtés et à l'arrière, ou juste devant et derrière, peu importe, vous avez des bumpers, vous avez des plaques en plastique qui sont capables de bouger, qui ont une certaine liberté, qui sont montées sur ressort pour repartir, mais qu'on peut écraser. Et ces plaques de plastique, quand on appuie dessus, derrière, elles écrasent en fait un petit bouton poussoir, tout simple. Tout simplement, un petit bouton poussoir qui donne l'information que, attention, on vient de taper dans quelque chose, il faut changer de direction pour repartir. Et votre petit robot, ça lui donne l'information voilà, qu'il y a des objets. Ça lui permet de construire une carte de l'environnement où il navigue et de voir là où il y a des murs. Parce que par exemple, les robots qui fonctionnent avec un laser, ils peuvent pas voir les miroirs ou les vitres, parce que le laser, il passe à travers les miroirs ou les vitres. Donc du coup, il aura peut-être tendance à les taper, enfin il passe pas à travers les miroirs, il rebondit sur le miroir. Et donc votre robot, il ira peut-être taper dans les vitres ou dans les miroirs. Donc il aura besoin de ce capteur de proximité, on va dire, même si c'est hyper proche, hyper proximité, pour détecter qu'il y a eu un choc. Donc le bouton poussoir, c'est un capteur qu'on appelle tout ou rien. Tout ou rien parce qu'il transmet l'information soit 0, soit 1, soit 0 volts, soit 5 volts. Tout ou rien. Il n'y a pas d'entre-deux, c'est soit vrai, soit faux. Mais il n'y a pas d'entre les deux. Parmi les capteurs tout ou rien, on en retrouve d'autres dans le simulateur. Par exemple, vous avez ici un capteur d'inclinaison. Alors le capteur d'inclinaison, je l'aime bien. Je sais pas pourquoi, mais je l'aime bien. Il est tout bête.
Vous voyez, c'est un petit... Hop là. C'est un petit truc comme ça. Un petit machin tout bête. On le voit pas ici parce qu'on est en 2D, mais normalement ça forme un petit tube. Donc le capteur d'inclinaison, ah, voilà. C'est un petit tube. Et à l'intérieur de ce petit tube, sur une des extrémités, vous avez deux petites broches métalliques comme ceci. Ces deux petites broches métalliques, elles sont reliées à la borne 1 et à la borne 2. Donc la borne 1, elle va être sur une broche, et la borne 2, elle va être sur l'autre. Et elles sont côte à côte, elles ne se touchent pas. Donc le courant électrique ne passe pas par défaut. Et ensuite, dans votre petit tube, vous avez une petite bille en plastique, en métal. Vous avez une petite bille en métal. Et donc, quand votre petit tube il est allongé, la bille en métal roule vers la fin du tube, et donc vos deux broches sont à l'air libre, elles ne se touchent pas. On a donc un circuit ouvert, comme quand le bouton est relâché. En revanche, si votre capteur, vous le faites basculer pour aller vers le haut, la bille va rouler, et à partir d'un moment, elle va avoir suffisamment d'énergie pour rouler, son poids va suffire pour la faire rouler, et elle va faire contact. Tu voyez, la petite bille, elle va venir, et elle va faire contact entre les deux broches, et du coup, les deux broches vont pouvoir faire passer le courant de l'une à l'autre. Donc vous voyez, si je mets un multimètre en mode résistance, par défaut, on a une résistance infinie. Vous voyez, quand mon capteur est dans une certaine position, j'ai une résistance infinie, puisque j'ai un circuit ouvert. Le courant ne passe pas. La résistance est infinie. En revanche, si j'incline mon capteur, à un moment, paf, sa résistance devient super faible. 10 ohms. Elle pourrait être encore plus faible, mais je pense que dans le simulateur, ils ont voulu simuler que c'est pas une résistance parfaitement nulle. Donc du coup, 10 ohms, quand la bille va avoir roulé, la petite bille va rouler, faire contact avec les deux broches, et du coup, on va passer à une résistance faible. Le courant va pouvoir circuler dans notre capteur d'inclinaison. Donc à plat, circuit ouvert, incliné, circuit fermé. Comme l'interrupteur, sauf que là, c'est piloté avec l'inclinaison. Donc c'est un capteur d'inclinaison tout ou rien. Soit on détecte qu'on est à plat, soit on détecte qu'on est incliné. J'aime bien celui-là, il est rigolo, trop sympathique. Je crois que c'est les seuls qu'on a dans les capteurs tout ou rien sur le simulateur. Alors on pourrait en imaginer d'autres, hein, mais sur le simulateur, je crois que c'est les seuls qu'on a. On va passer maintenant à un capteur qui est assez rigolo aussi, qui s'appelle une photorésistance. Alors la photorésistance, elle porte plutôt bien son nom. Dans photorésistance, on a photo et résistance. Photo, à chaque fois que vous verrez le mot photo, c'est tout ce qui est relatif à la lumière. Photosensible, c'est sensible à la lumière. Donc une photorésistance, c'est une résistance qui est sensible à la lumière. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que quand il y aura de la lumière ou pas sur notre capteur, ce dernier va avoir une résistance plus ou moins élevée. Donc, je vais vous le montrer en le câblant tout de suite. Donc c'est une résistance, donc il n'y a pas de polarité. Le courant passera juste plus ou moins. Hop, on va faire comme ça. Et on va le mettre en marche. Et là on va voir, alors je vais décaler ça pour mieux voir. Et là on va voir que notre capteur, par défaut, quand il est dans le noir, quand il n'y a pas de lumière, il a une résistance de 180 kΩ. Donc ici, ce composant-là, qui se comporte comme une résistance, quand on n'a pas de lumière, il a 180 kΩ. Il a une caractéristique de 180 kΩ. Et quand on aura de la lumière, vous voyez, plus on a de lumière, plus sa résistance va diminuer. Donc quand on a beaucoup de lumière, on va tomber à 500 ohms. Et quand on a juste un petit peu, on va être par exemple à 1 kΩ, etc. etc. Jusqu'à 180 kΩ quand on aura pas du tout de lumière. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais vous voyez, son comportement il n'est pas linéaire. On pourrait s'attendre à ce qu'il y a, quand on a la moitié de la lumière, par exemple 50% de lumière, on pourrait se dire il aura 90 kΩ. Et ben c'est pas vrai. Il en a juste, allez, 900 à la louche. Soit 100 fois moins. En fait, il a une réponse qu'on dit logarithmique. C'est-à-dire que si je la dessine, si je faisais un petit graphe, vous avez l'habitude, j'aime bien les graphes. Hop. Par ici. Alors, en haut, sur les ordonnées, on aura la résistance. Et sur les abscisses, on va avoir la lumière. La quantité de lumière. De flux lumineux. Je sais pas comment on peut dire. Et vous avez vu que quand on a beaucoup... Enfin, quand on est complètement dans le noir, complètement dans la pénombre, on a 180 kΩ, donc c'est énorme. On va dire qu'on est par là. Et quand on est
complètement allumé, quand il y a beaucoup de lumière, on est juste à 500 ohms, donc on est proche du zéro. Donc ça veut dire que quand on a beaucoup de lumière, on est quelque part par ici, et quand on n'a pas du tout de lumière, on est quelque part par là. Et après, on peut faire des mesures intermédiaires. On a remarqué que quand on était à moitié de la lumière, on était juste à 900 ohms. Donc 900 ohms, c'est beaucoup plus proche de 500 que de 180. Donc 900 ohms, ça va être par exemple par ici. Faire des mesures encore intermédiaires. Là, on a 3 kOhms à quelque part par ici. À la louche. Hein. Voilà pour faire le tracé exact. Et donc, il va avoir une réponse comme ceci. Une courbe qui descend brutalement et ensuite qui va s'aplanir petit à petit. Donc c'est une réponse qu'on appelle non linéaire. Elle est logarithmique. Elle a une résistance forte quand on n'a pas beaucoup de lumière et qui va descendre très rapidement. Donc ça, faut s'en méfier. Parce que si par exemple, vous voulez quantifier la quantité de lumière en fonction de la résistance, ben c'est pas si trivial parce qu'il faut connaître la loi, la formule mathématique de cette réponse. Ça vient de la lumière qui diminue au carré de la distance comme en photo. J'en ai pas la moindre idée. Je sais pas si c'est une propriété physique de la conception du produit, du capteur, ou si c'est une propriété physique de la lumière. Je saurais pas te répondre. Je sais pas. Mais c'est une bonne remarque. C'est peut-être un truc comme ça. Mais je vais pas dire oui ou non parce que je n'ai pas envie de dire des bêtises. Hop. Alors, ça c'est pour une petite photorésistance. Du coup, en mesurant une tension aux bornes de la résistance, on est capable de mesurer si on a de la lumière. C'est assez pratique pour déterminer s'il y a... Enfin, on s'en sert surtout pour déterminer s'il y a oui ou non présence de lumière. Typiquement, vous regardez par ici, si la résistance elle a chuté de plus de la moitié, c'est qu'on commence à avoir de la lumière. Si la résistance elle a chopé de plus de... Si on est qu'à 10% de la résistance, c'est qu'on a énormément de lumière, etc., etc. Vous voyez, on peut quantifier grosso modo, mais on peut pas faire un petit peu. On peut pas être fin, c'est pas fait pour. Tant qu'on est à parler de la lumière, je vais vous présenter deux autres composants, qui sont la photodiode et le phototransistor. Alors, là encore, ce sont des capteurs qui vont réagir en fonction de la quantité de lumière. Photodiode, phototransistor. Le premier, la photodiode, ça va être une diode comme on les connaît, donc qui vont faire quelque chose avec le courant. Ça se présente comme ceci, une diode. Sauf que la diode, habituellement, elle se représente comme ça. Si vous vous rappelez bien, la diode qui émet de la lumière, donc la LED, elle se présentait comme ceci, avec deux petites flèches vers l'extérieur. Et la photodiode, c'est le contraire. Ça va être, on la symbolise souvent avec un petit éclair, comme ça. Alors mes talents de dessin sont toujours ce qu'ils sont. Un petit éclair, pour dire que c'est la lumière qui va agir sur la diode. Et donc la lumière qui va agir sur la diode, ça fait que, quand on va la brancher, alors je la branche dans un sens ou dans l'autre, c'est pas très grave, on va juste mesurer un courant dans un sens ou dans l'autre. Quand il va y avoir de la lumière qui va la traverser, quand on a de la lumière qui va traverser notre photodiode, ça va lui faire générer un courant électrique. Comme un panneau solaire, c'est exactement le même concept. C'est exactement le même concept que le panneau solaire. Plus on aura de lumière, et plus on aura de courant électrique qui va passer au travers de notre... Enfin, qui va être généré par notre photodiode. La photodiode va convertir l'énergie lumineuse en énergie électrique. Donc là, par exemple, quand on a plein à fond du soleil, on a 100 microampères. Alors 100 microampères, c'est pas exceptionnel, mais ça reste quand même un courant. Si vous avez ça sur une surface d'1 mètre carré, ça se cumule et ça commence à faire des ampères un peu plus importants. Ça commence à faire un courant un peu plus important pour alimenter par exemple des objets. Donc on peut s'en servir comme source d'énergie, à condition d'en avoir une surface suffisamment grande, ou là encore, comme capteur de lumière. Si vous avez un courant, si on le fait passer dans une résistance, alors ça nous génère une tension. Alors, petite démonstration. Ma photodiode, ma résistance, et maintenant je vais mesurer non plus le courant, mais la tension aux bornes de la résistance. Et comme U égale RI, comme vous le savez par cœur maintenant, ici on va avoir R, donc ça va être ma résistance que j'ai posée dans mon schéma. I, ça va être le courant qui est produit par ma petite cellule photovoltaïque. Et donc,
automatiquement on aura un U qui va être généré. Vous voyez là je vais mesurer des millivolts, puisque j'ai une résistance d'1 kΩ. Si je baissais ou augmentais ma résistance, la quantité ici serait différente. Donc voilà. Là ça nous permet par exemple de mesurer la quantité de lumière qui passe. Et on pourrait s'en servir par exemple en la branchant sur un transistor pour piloter un transistor en fonction de la lumière. Le transistor amplifierait lui la quantité de courant qui passera à travers lui, par exemple. Donc voilà, la photodiode, imaginez ça comme une cellule photovoltaïque. Vous en mettez beaucoup, vous avez beaucoup de courant, et donc on peut générer du courant grâce à la lumière du soleil. Maintenant, le phototransistor, c'est un peu le même délire. Le phototransistor, alors on va revenir un petit peu en arrière, le phototransistor il ressemblait à ça. Un truc comme ceci, un truc comme cela. Ici, on était relié à la masse. Ici, on va être par exemple au 5 volts. Hop. Et ici, vous vous rappelez, normalement, on avait la commande. Alors, la petite flèche. Ici, normalement, on avait la commande sur ce qu'on appelait la gate, le collecteur. Ici, normalement, on avait la grille, pardon. La commande, c'est avec notre Arduino. On le faisait avec notre Arduino. Si l'Arduino mettait le signal à 1, par exemple, notre transistor devenait passant. Et si on mettait 0, il devenait bloquant. Et bien ici, la commande, ça va plus être l'Arduino, mais ça, cette partie-là, ça va être, là encore, le soleil. Et plus on aura de soleil, plus ça va ouvrir le robinet, plus ça va faire passer de courant. Imaginez votre transistor comme un robinet pour faire passer de l'eau. Plus vous le tournez, plus vous aurez d'eau qui va passer. Bien là, ça va être pareil. Plus on va avoir de soleil, et plus ça va ouvrir notre robinet. Donc plus ça va amener de courant. Et donc si derrière vous avez un appareil, votre appareil par exemple, un moteur, il va tourner de plus en plus vite en fonction de si on a beaucoup de lumière. La lumière servira juste à piloter la quantité de courant qui passera. Donc le transistor, il peut être branché en amplificateur, en quelque sorte. Comme un robinet pour faire passer le courant. Photodiode, phototransistor, photorésistance. 3 trucs qui marchent à base de la lumière. Est-ce que ça va? Est-ce que ça c'est clair? J'en profite, c'est une petite astuce scénaristique pour pouvoir boire mon café. Maintenant, on va en voir un autre, qui est lui aussi qui est assez sympa. Moi j'aime bien en tout cas. Qui est le capteur infrarouge passif. Tu parles d'un nom. Le capteur PIR, on les appelle. P-I-R. Et le capteur PIR, il a besoin d'être alimenté. Donc on va lui apporter un petit bloc, voilà, un petit bloc d'alimentation. Et son truc à lui, ça va être de récolter l'information. Est-ce que je vois quelque chose passer dans mon champ de vision? Donc le petit capteur PIR, vous les avez forcément vus. Vous en avez forcément vu, sans savoir que c'était forcément des capteurs PIR, mais vous les avez forcément vus. Alors attends, un coucou en passant, bonne fête à tous et un grand merci à toi pour tout ce que tu me transmets. Y a pas de problème Samy. Mais t'étais là hier soir toi, t'as déjà eu les félicitations du jury, les salutations, les bonnes fêtes de Noël. Laisse-en aux autres. Le capteur PIR, vous les avez forcément vus. C'est les capteurs qui servent souvent à allumer la lumière dans le garage, allumer la lumière dehors, quand vous garez votre voiture, ou dans le sous-sol, dans un garage souterrain, ou des trucs comme ça, pour éviter que la lumière soit tout le temps allumée. On met un capteur PIR, et quand il y a une voiture qui arrive, ou un être humain qui est en train de passer, ça va allumer la lumière. Et en fait, son fonctionnement, il reprend ce qu'on vient de voir avec les photodiodes, les phototransistors. À l'intérieur, sous la cloche en plastique qui est ici, vous avez une cellule qui va servir à mesurer une quantité d'infrarouge. Alors il faut savoir que l'infrarouge, c'est de la lumière, c'est juste que c'est de la lumière qu'on ne peut pas voir. Et l'infrarouge, il est généré par tous les corps qui chauffent. Donc un être humain, ça chauffe, vous générez de l'énergie, vous générez de la chaleur quand vous vous déplacez. Un être humain, c'est à peu près 150 watts de consommation, de puissance. Et donc, vous générez de la chaleur. Et cette chaleur, elle va être vue par ce capteur-là, par les 2 petits capteurs infrarouges qui sont en dessous. Sous la cloche, ici, vous avez des petits capteurs infrarouges. Et donc, ces petits capteurs infrarouges, quand ils vont voir que quelque chose est en déplacement dans leur champ, ils vont émettre un signal. Et ce signal, avec une petite électronique de traitement à l'intérieur, va être transformé en information 0 ou 1. 0, il n'y a pas de mouvement, je vois rien qui se passe, donc la lumière va rester éteinte par exemple. Et 1, attention, quelque chose vient de bouger, et on le signale. Donc, je vous ai dit d'abord, il faut l'alimenter. Donc, on va l'alimenter. On va mettre des petits fils. Hop. La masse.
Voilà. Et le signal. Alors le signal, je vais le brancher sur mon multimètre. Hop. Voilà. Et mon multimètre, évidemment, je le branche à la masse pour qu'on ait une référence commune. Voilà. Je mets tout ça en marche. Alors on voit que je suis alimenté en 5 volts et que je consomme 23 mA. Donc le composant consomme du courant quand il est en marche. Bon, pourquoi pas. Et pour l'instant, j'ai un signal de 0 volts. Donc je n'ai rien dans mon champ de vision. Quand je clique dessus, on voit qu'on a un cône qui apparaît. Donc c'est le cône de détection de notre capteur. Donc vous avez des capteurs pires qui ont des cônes étroits. Il y en a d'autres qui ont des capteurs larges. Il y en a qui sont capables de voir loin, d'autres plutôt courts. Et vous voyez qu'il y a aussi une dead zone, une zone morte. Quand on est trop près du capteur, il n'est pas capable de voir ce qui est en train de se passer. Parce que ça surcharge, je pense, les petits capteurs à l'intérieur. Salut Steph. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand on va commencer à bouger, donc vous voyez, j'ai pris la petite boule ici, je la déplace. Tant que je la déplace, vous voyez que le signal ici, il est passé à 5 volts. Donc, le capteur est en train de me dire, il y a quelque chose qui se déplace dans mon champ de vision. Si jamais j'arrête de me déplacer, il va dire, bah, il y a quelque chose peut-être, mais ce quelque chose... Ah, j'ai bougé un tout petit peu. Mais ce quelque chose ne bouge pas, donc je ne suis pas capable de le détecter. C'est pour ça que quand vous êtes dans le champ de ce genre de capteur, imaginez, vous rentrez dans votre sous-sol, dans le sous-sol de votre bâtiment ou dans la cour de votre maison, il y a un capteur de ce genre qui est dehors et vous êtes en train de téléphoner. Vous êtes voilà, accroché sur votre portière en train de téléphoner, il fait beau, c'est l'été, c'est super. Mais votre capteur, il vous voit quand vous sortez de la voiture. Et après, vous êtes en train de téléphoner, votre capteur ne va plus vous voir. La lumière va s'éteindre parce que le capteur ne vous voit plus. Si vous ne faites pas de mouvement, à l'intérieur, on a plusieurs petits capteurs. En fait, on a plusieurs petites mesures, endroits de mesure. Et s'il n'y a pas de mouvement, on est capable de le voir. Puisqu'on en a plusieurs, on est capable de voir qu'il n'y a pas eu de mouvement. Donc s'il n'y a pas de mouvement, il va dire, bah écoutez, il y avait quelque chose, mais a priori, il n'y a plus rien parce qu'il n'y a plus de mouvement. Donc, il va dire, finalement, il n'y a plus rien. Et évidemment, si vous êtes hors du champ de détection, vous aurez beau bouger, il ne se passera absolument rien. Et hop, dès que je reviens dans le champ de détection, on repasse à 5 volts. Donc ça, c'était pour le capteur pire. On les trouve assez fréquemment pour piloter les lumières ou ce genre de choses. Ou pour faire de la détection d'intrusion, ça peut être aussi pratique. Si quelque chose vient de passer, alors j'envoie un SMS pour dire attention, il y a quelque chose qui vient de passer, par exemple. Alors vous savez pas à quoi ça ressemble, ça pourrait être un chat, un oiseau, un écureuil, un être humain. On sait pas. Merci pour le follow, Vidogast. Widogast. Allez, j'ai fini mon café, maintenant on s'arrête plus. Je l'aime bien aussi le capteur pire, il est rigolo. Puis dans le simulateur, il est bien fait, je trouve. Il est joli. Alors après, vous avez aussi des capteurs pires qui sont tout intégrés avec le spot lumineux juste au-dessus, etc. Vous avez juste à ramener le 230 et c'est terminé, quoi. Donc là, c'est juste pour faire l'électronique, ils ont tout éclaté. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a plein. Quoi s'amuser. Le capteur infrarouge, ici, je vais juste l'évoquer. Je vais pas le mettre en service parce que c'est assez pénible. C'est assez pénible pourquoi? Le capteur infrarouge, comme le capteur pire, il va détecter uniquement les infrarouges. Donc il verra pas le bleu, le vert, tout ça, il s'en fiche. Les ultraviolets, il s'en fiche. Il verra uniquement la lumière infrarouge. Et la lumière infrarouge, elle peut être générée, par exemple, par une télécommande. Donc vous savez, les télécommandes de votre télé, de votre radio, de ce que vous voulez, ou même certaines, les Wiimotes de la première console Wii, elles fonctionnaient en infrarouge. Donc vous aviez une communication infrarouge comme ça. Il y a une petite... j'en ai pas sous les mains. Bref, vous avez une petite LED qui va émettre non pas de la lumière classique, mais de la lumière infrarouge. Et lui derrière, ça sera l'élément qui sera dans votre télé, qui va réceptionner le signal. Et donc ça va être le même topo. Quand il va voir un signal infrarouge assez fort, il va émettre un 1, et quand il va pas le voir le signal, il va émettre un 0. Le problème, ici pour le simuler, c'est que chaque télécommande respecte sa propre convention, sa convention à elle-même. C'est-à-dire que par exemple, la commande pour votre télé Samsung, elle va dire, ok, moi, le signal pour mettre la chaîne numéro 1, donc pour mettre la chaîne numéro 1, chez Samsung par exemple, ça va être un signal de la forme suivante. Ça va être un état bas, puis un état haut, puis un état bas, puis un état haut un peu plus long, puis un état bas, enfin bref.
Par exemple, ça va être le signal allumer la chaîne numéro 1 sur une télé Samsung. Et chez le concurrent, chez Sony par exemple, le signal pour allumer la télé, ça va être un état bas beaucoup plus long, un état haut plus court, puis encore un état bas super long. Enfin, vous voyez, ça va être dépendant. Il n'y a pas de norme, il n'existe pas de standard. Alors peut-être que ça a changé depuis mes années d'études, mais il n'existe pas de standard pour dire telle commande est codée de telle manière, telle commande représente telle valeur. Parce que finalement, entre votre télécommande et votre capteur ici, on a la même chose qu'une liaison série. Vous envoyez une information, bit après bit, et la seule différence, c'est qu'au lieu de la transmettre sur un fil, comme avec la voie série dans le cours numéro 4 ou 5, vous l'envoyez avec de la lumière, comme dans une fibre optique. Donc vous envoyez des bits les uns après les autres, mais chaque constructeur est libre de choisir comment il fait. Donc ici, dans le simulateur, je ne sais pas la télécommande comment elle code ses signaux, et il n'y a pas d'exemple dans le simulateur de fourni. Donc on va pas s'embêter à faire la recherche et à perdre trop de temps avec ça. Sachez juste que voilà, votre capteur à infrarouge qui est pilotable avec une télécommande, il va faire un 1 ou un 0 en fonction des 1 et des 0 qui sont émis par la télécommande. D'ailleurs, au passage, petite astuce, si un jour votre télécommande de télé, vous avez l'impression qu'elle marche plus, et si vous voulez être sûr de savoir si c'est les piles ou quoi, si votre télécommande ne marche pas, très souvent, vous prenez votre téléphone, vous le mettez en mode appareil photo, et avec votre téléphone en mode appareil photo, vous regardez la petite LED, la petite loupiote qui est sur votre télécommande. Alors des fois elle est cachée par un plastique. Et normalement, quand vous allez essayer d'appuyer pour changer de chaîne ou pour envoyer un signal, vous le verrez s'appuyer en blanc. Parce qu'en fait, les capteurs photo, donc qui sont des capteurs, comme tout le reste, les capteurs photo sur les téléphones, ils sont sensibles à un spectre lumineux plus large que celui des humains. Et ils sont capables de voir le rayonnement infrarouge de ce genre de télécommande. La plupart, peut-être pas tous maintenant, ça a peut-être changé, mais la plupart sont capables. Donc si jamais vous voulez vérifier que votre télécommande fonctionne, vous prenez votre téléphone en mode photo, et vous pointez votre télécommande sur le téléphone. Et normalement, vous verrez un spot blanc qui s'allume, là où il est censé avoir la cellule. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote, vérifiez vos piles, avant de vous énerver sur votre télé. Le simulateur propose aussi un capteur de gaz. Salut Amaury, excuse-moi. Salut Amaury, je t'avais pas vu. Salut Jason aussi. Oui, t'as raison Jason, c'est ça, la formulation était un petit peu hasardeuse. C'est pas qu'il n'y a pas de standard, c'est que y en a tellement qu'on ne sait pas qui respecte quoi. Mais donc au final, c'est un peu pareil. Est-ce qu'on peut parler de standard quand chacun fait un peu son standard? Le capteur de gaz ici dans le simulateur, il est sûrement très intéressant, mais il n'a aucune information. Il n'y a pas de nom, il n'a pas de référence, il n'a rien du tout, il a juste des broches. Donc on va pas l'utiliser, je suis désolé. Il est peut-être très intéressant à se servir. Ouais, c'est marrant ça. Il est sûrement très intéressant à se servir, mais comme je sais pas comment il marche, parce que j'ai pas trouvé de documentation ou quoi que ce soit, ben je vais pas être capable de vous le présenter. Donc tant pis, on fera pas le capteur de gaz. Alors, avant de passer au capteur de distance, on va faire un dernier petit capteur rigolo et pas trop compliqué, qui est un capteur de température. Alors, ce capteur de température, il s'appelle TMP36. Ça nous dit pas grand chose vu comme ça, mais si on tape TMP36 dans un moteur de recherche, comme Google par exemple, on peut trouver la documentation technique de ce composant. Alors du coup, on apprend que le TMP36, c'est un Low Voltage Temperature Sensor. Donc, capteur de température, faible tension. Je vous avais expliqué dans un des lives que les documentations techniques, à chaque fois, on commence par un résumé des grandes caractéristiques de notre capteur. Donc là, par exemple, il nous explique que tout d'abord, il fonctionne avec une tension faible, entre 2,7 V et 5,5 V. Donc on pourra l'alimenter avec une tension pas trop élevée. Il nous explique qu'il fonctionne en degrés Celsius, donc que la tension de sortie va être liée à la mesure physique de degrés Celsius et non pas de degrés Fahrenheit. Ensuite, ils nous disent que sa fonction de transfert, ce qu'on appelle la fonction de transfert, c'est-à-dire la réponse du capteur, est de 10 mV par degré. Donc pour chaque degré, on va avoir 10 mV. 0 degré peut être 0 mV, 1 degré 10 mV, 2 degrés 20 mV, etc., etc. Et que la variante TMP37, elle, fonctionne à 20 mV par degré. Ensuite, on a des informations sur la précision de notre capteur, sur sa stabilité, etc. On apprend qu'il fonctionne de moins 40 à plus 125 et qu'il va survivre jusqu'à plus 150.
Donc grosso modo, la mesure, elle est considérée comme bonne entre moins 40 degrés et plus 125 degrés. Donc sur la broche de sortie, on aura l'information de mesure qui fonctionnera entre moins 40 et plus 125. Et le capteur peut fonctionner jusqu'à plus 150 degrés. Mais du coup, la mesure ne fonctionnera plus, puisqu'on fonctionne que jusqu'à 125 degrés. Ça, c'est sur sa consommation électrique, quand il est en fonctionnement. Ils nous disent qu'il ne chauffe pas et qu'il est OK pour fonctionner dans les applications automobiles. Donc un constructeur automobile qui cherche un capteur de température, il pourra par exemple l'utiliser, a priori il est assez fiable. Donc il donne quelques exemples d'applications et une petite description sur le capteur. Alors je ne vais pas vous faire toute la traduction, mais voilà. D'ailleurs, si ça vous intéresse, hop, la description technique est là. Après, on a une petite description fonctionnelle. Donc, il nous montre qu'il y a une broche VS, la broche pour aller à la masse. A priori, il y a une broche qui s'appelle Shutdown. Alors, en anglais, Shutdown, c'est extinction. Donc, c'est pour éteindre notre capteur pour pas qu'il consomme. Vous voyez que Shutdown, ici, elle a une barre au-dessus. C'est pas anodin. La barre, ça veut dire que cette fonctionnalité-là, elle est active à l'état bas. Donc, ça veut dire qu'il faudra mettre un 0 sur la broche Shutdown pour que notre capteur soit éteint. S'il y a un 1 ici, notre capteur est en fonctionnement normal. Et ensuite, on a une broche VOUT. Alors, on verra un petit peu plus tard quel est le signal qui est sur VOUT. Et enfin, il nous montre qu'il y a différents types de packages, différents types de boîtiers pour notre capteur. On a un premier boîtier, comme on a vu la semaine dernière, il y a 2 semaines, pardon, qui peut se mettre sur une breadboard avec 1, 2, 3, 4, 5 broches. Un autre boîtier qui propose 8 broches, dont les broches 2, 3, 6 et 7 qui sont non connectées, NC. Et enfin, on a un boîtier comme celui du simulateur qui est sur uniquement 3 broches. Donc, il n'y aura pas la broche shutdown. Après, on peut s'amuser à parcourir un peu toute la documentation technique et on va aller voir les graphiques qui sont là. Alors, le graphique qui m'intéresse le plus, ça va être celui-ci. Sur ce graphique-là, hop, petit rectangle, pardon. Sur ce graphique-là, on trouve la température qui est reliée à la tension de sortie. Donc on va voir la tension de sortie en fonction de la température. Nous, le composant qu'on utilise, c'est le TMP36 qui est là. Le TMP36 qui est ici. Et donc sa courbe, c'est la courbe B qui est ici. Je vais baisser un petit peu, hop, faire des lignes un peu plus fines, voilà. Et donc on voit que sa réponse, à une température de 0 degré, on voit qu'on obtient une tension qui est autour de 0,5 millivolts. 0,5 volts, donc 500 millivolts. Quand on est à 25 degrés, on a une tension qui traîne dans les 0,75 volts, à peu près. Et si on est à moins 25, on a une réponse, on a une tension qui sera autour de 0,3 volts. Donc vous voyez, on a la courbe de réponse qui est linéaire, cette fois-ci, donc elle est proportionnelle. AX plus B, c'est ça? Y égale à X plus B. Et on peut voir, donc avec notre graphique, on peut anticiper pour savoir convertir quelle est la température en fonction de la tension qui est mesurée. Donc pour le brancher, ça va être tout simple. On va prendre notre composant. Oups, c'est ça que je voulais faire. Voilà, comme ceci. On va prendre notre composant, on va l'alimenter, donc on va reprendre un bloc d'alimentation, on va reprendre un multimètre, et on va l'alimenter en 5 volts, puisque je vous rappelle, hop, qu'il peut fonctionner entre 2 volts 7 et 5 volts 5. Donc on va l'alimenter tout simplement en 5 volts. Alors, une première broche, la seconde, hop, rouge, 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 la masse, voilà, noir, et ensuite, on va faire la mesure sur notre outil de mesure. Voilà. Là encore, on le relie à la masse pour avoir un signal commun, pour avoir une référence commune, et on le met en marche. Alors, d'entrée de jeu, on voit qu'on est à 750 millivolts. Donc si on reprend notre graphe de tout à l'heure, 750 millivolts, quand on est sur ce graphe-là, ici, 750 millivolts, c'est quelque part par là, donc a priori, on doit traîner autour de 25 degrés.
Donc on va voir. Le simulateur, il nous dit qu'on est à 25 degrés. Donc a priori, on est plutôt bien. Si on descend à 0 degré, on est à 500 millivolts. 0 degré, à peu près 500 millivolts. Aux erreurs aux erreurs de souris près. Donc c'est bon, on voit bien qu'on a un autre capteur qui fonctionne. Donc vous voyez, il va avoir une tension qui varie linéairement en fonction de la température. Donc ça, vous le branchez sur une entrée analogique de l'Arduino et directement vous êtes capable de savoir la température qu'il fait en fonction de la tension qui est mesurée. Si vous mesurez une tension d'un volt 75, vous savez qu'il fait 125 degrés, donc dans une étuve ou un truc comme ça, probablement pas dans votre jardin. Et si vous mesurez 25 degrés, 740 millivolts, vous savez qu'il fait à peu près 25 degrés. C'est pas méga précis, mais ça suffit. La tension est suffisamment précise pour se donner une idée correcte de la température qu'on est en train de mesurer. Donc voilà, ça c'est un composant qui est assez sympathique, qui est pas très cher et qui est pas trop dur à mettre en œuvre. Alors Amaury, tu t'en es servi, mais il allait jusqu'à moins 55 degrés. Bah oui, dans les ballons sondes, j'imagine que ça descend plus bas. Alors maintenant, on va faire ce que nombre d'entre vous attendaient depuis longtemps. Le meilleur pour la fin, certains diraient. On va faire les fameux capteurs de distance à ultrasons. Alors, déjà, comment ça fonctionne un capteur de distance à ultrasons? Vous le savez probablement peut-être. Les capteurs de distance à ultrasons de ce type, c'est ceux qu'on retrouve dans les voitures. Vous savez, toutes les voitures un peu modernes, elles ont des pastilles sur les pare-chocs. Alors soit à l'avant, soit à l'arrière. Enfin, plus souvent à l'arrière qu'à l'avant d'ailleurs. Elles ont des pastilles qui sont grosses comme... J'en sais rien. J'ai pas d'exemple sous la main. À peu près grosses comme le diamètre de mon petit doigt. Elles ont plusieurs pastilles. Et avec ces pastilles-là, ça va émettre et recevoir des ultrasons. Une pastille, elle va émettre des ultrasons, donc émettre une onde sonore, mais qui est à une fréquence très élevée, une fréquence ultrason de 40 kHz. Donc l'oreille humaine, ça va de 20 Hz à 20 kHz, pour les meilleurs d'entre nous. En vrai, on est tous plus bas dans ce spectre. Et du coup, elles vont émettre des ondes à 40 kHz. 40 kHz, donc, c'est la catégorie des ultrasons. La pastille, elle va émettre ce qu'on appelle un petit train d'ondes, donc un petit faisceau d'ondes. Les ondes vont voyager dans l'air, comme des ondes sonores. Et quand il va y avoir un obstacle, elles vont taper dans l'obstacle et être réverbérées. Vont rebondir sur l'obstacle et revenir vers l'émetteur. D'accord? Donc les ondes partent et reviennent vers l'émetteur. Ensuite, du coup, pour connaître la distance du coup à laquelle on est de l'objet, puisque c'est ça qu'on veut faire, c'est mesurer une distance, il suffira de faire un petit peu de mathématiques. Donc vous regardez, si on a notre capteur qui ressemble à ça, donc on va avoir un capteur comme ça, avec notre petite pastille qui est là, une pastille émetteur et une pastille récepteur. Sur les voitures, c'est les capteurs qui coûtent cher, donc il y a juste une pastille qui sert à faire l'émetteur et le récepteur. Nous ici, on a deux pastilles, une pastille émetteur et une pastille récepteur, ça nous permet de faire une économie d'argent. Et en face, on va mettre un mur. On va mettre un gros mur. Tout d'abord, le récepteur va émettre des petites ondes. Donc, on va mettre, hop, super symbole des petites ondes. Mes petites ondes vont voyager jusqu'à... Donc elles vont voyager sous la forme d'un cône, comme ça. Et elles vont taper potentiellement dans le mur. Quand elles vont taper dans le mur va réfléchir les petites ondes. Et ces dernières vont repartir. Vers notre récepteur. Ici. Et donc ce qui va se passer, pour fonctionner, c'est assez simple. Ce qui va se passer, c'est que quand on va déclencher l'émission des petites ondes, on va en même temps démarrer un chrono. Donc, il va y avoir un top départ. Au top départ, nos petites ondes, elles vont partir. Donc, on va envoyer, par exemple, 10 microsecondes de petites ondes. Nos petites ondes, elles vont partir. Elles vont voyager, donc elles vont faire le trajet jusqu'au mur. Et après, quand elles vont rebondir, elles vont revenir et elles vont être captées par le récepteur. Dès qu'on va capter la réception des petites ondes, dès qu'on va capter le retour, dès qu'on va capter ce qu'on appelle l'écho de nos petites ondes, on va arrêter le chrono et on va faire un peu de mathématiques pour connaître la distance. Alors, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les mathématiques qui sont mises en jeu? Vous êtes d'accord?
que quand on se déplace à une vitesse, on va parler par exemple qu'on se déplace à 100 km par heure. Par exemple, 100 km par heure pour une heure. Ça, c'est ce qu'on va appeler une vitesse. D'accord? On se déplace 100 km par heure. En général, km par heure, vous écrivez ça comme ceci. Qui est la forme d'une fraction. Et donc ça va être notre vitesse. Vitesse égale 100 km par heure. Et donc 100 km, qu'est-ce que c'est? C'est une distance. Et une heure, qu'est-ce que c'est? C'est un temps. Donc une vitesse, c'est une distance. Une vitesse, c'est une distance divisée par un temps. Distance divisée par un temps. D'accord? Ici, la vitesse, on la connaît. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais on la connaît. La vitesse de propagation des ondes dans l'air, des ondes sonores dans l'air, elle est, à 25 degrés, elle est de 340 mètres par seconde. Donc les ondes ultrasons, elles voyagent à 340 mètres par seconde à 25 degrés. Quand il fait plus froid, elles vont moins vite, et quand il fait plus chaud, elles vont plus vite. Donc il faut un capteur de température pour ajuster un petit peu tout ça. Mais on va partir du principe qu'on est dans des conditions de laboratoire, 25 degrés, on a nos petites ondes qui voyagent à 340 mètres par seconde dans l'air. Pas dans l'eau, dans l'air. Donc ici, la vitesse, ça va être 340 en haut, 340 mètres, et en bas, 1 seconde. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver non pas la vitesse, puisqu'on la connaît, mais c'est de découvrir la distance. Pour ça, donc, on a la vitesse qui est de 340 mètres par seconde, et le temps, on l'a aussi, puisque c'est ce qu'on mesure quand on fait voyager nos petites ondes. Quand on va faire le top départ ici et le top à l'arrivée ici, on va mesurer le temps qui s'écoule, et donc on aura un temps. Donc en remaniant notre petite équation, on a la distance est égale à la vitesse multipliée par le temps de voyage. La distance est égale à la vitesse multipliée par le temps. Donc si on connaît la vitesse, si on connaît le temps, alors on peut déterminer une distance. Ok? Si on a la vitesse et le temps, on peut calculer une distance. Attention, ici la distance, c'est l'aller plus le retour de notre onde. Elle fait un voyage aller et un voyage retour. Donc pour avoir la distance réelle à l'objet, au mur qui est derrière notre voiture, il va falloir faire à la fin une division par 2 pour avoir un seul trajet, une seule distance. D'accord? On fait un voyage aller plus un voyage retour. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste avoir soit l'aller, soit le retour, mais pas les deux. Avoir une seule distance. Donc il faut faire une division par 2 pour avoir une distance réelle à l'objet mesuré. Et donc ça, on peut le faire avec Arduino. On peut le faire avec Arduino et notre petit capteur ici. Donc le petit capteur ici, on va prendre par exemple le premier. Le premier, c'est le fournisseur, il s'appelle Parallax. Et le capteur, c'est le 28015. Vous voyez, il propose 3 broches. Une broche masse, une broche 5 volts et une broche signal. Son principe de fonctionnement, c'est le suivant. Tout d'abord, on va envoyer un signal de 10 microsecondes sur la broche signal. Quand il va recevoir ce signal de 10 microsecondes à l'état haut, il va émettre le petit train d'onde, donc les petites ondes. Il va balancer les petites ondes. Et tout de suite après, notre Arduino, on va changer la broche signal pour non plus que ça soit une sortie, mais que ça devienne une entrée. Et cette entrée, on va regarder combien de temps elle va être mise à l'état haut via ce capteur. Et cette durée va être la durée qui s'est écoulée entre le moment où l'onde est partie et le moment où elle est revenue. Donc on aura la vitesse, on la connaît, on aura le temps qui va être le temps d'état haut que le capteur va nous donner, et on pourra du coup déterminer la distance. Alors question d'Amaury, en pratique, il ne faut pas exactement diviser par 2, car les capteurs sont décalés. Ça se calcule bien avec une loi des angles. Est-ce que c'est pris en compte? Là, je ne le prendrai pas en compte, et dans les voitures, je vais prendre l'exemple des voitures parce que c'est celui le plus commun maintenant pour ce genre de capteur. Dans les voitures, c'est monopastille. Tu as qu'une seule pastille.
qui fait à la fois l'émetteur et à la fois le récepteur. Du coup, on n'a pas de décalage, comme avec tes yeux ou quoi que ce soit. On a vraiment, le faisceau, il part et il revient au même endroit. Donc je suis pas sûr que ça soit pris en compte. Et après, tu as les autres capteurs à côté. En fait, la voiture, c'est un peu plus chiadé que ce que je viens de vous expliquer. Parce que vu que tu as plusieurs capteurs, ils vont tirer chacun leur tour. Ils vont pas te tirer tous en même temps, parce que sinon, on pourrait pas savoir le signal que tu viens de mettre et que tu viens de recevoir. Ils vont tirer chacun leur tour, mais des fois, ils peuvent récupérer des échos des voisins. Et tu peux recevoir des échos, du coup. Et donc, du coup, ils le prennent aussi en compte dans la mesure de distance pour justement quand tu as quelque chose qui forme un angle ou des choses comme ça. Donc, c'est un peu plus complexe que ces petits capteurs là. Nous on le fait là de manière simple comme si on avait un petit robot tout bête, mais effectivement les capteurs des voitures ils sont un peu plus balèzes que ce qu'on utilise ici. Donc je vais aller chercher une petite Arduino, et je vais aller mettre mon petit capteur. Donc celui-là je le laisse de côté, et je vais mettre celui-là. Comme d'habitude on va l'alimenter, donc un fil à la masse, un fil au 5 volts, et ensuite un fil de signal qu'on va mettre par exemple à la broche numéro 8. Comme je vous expliquais, le principe, ça va être le suivant. Il va d'abord falloir faire un petit signal depuis notre Arduino. On va mettre pendant 10 microsecondes, on va mettre la broche de signal à l'état haut. 10 microsecondes. Et ensuite, dès que ça a été fait, tout de suite après, on va se mettre en entrée. Et là, pour le coup, ça va être le capteur de distance qui va nous dire, donc, tac, pointillé. Et ensuite, ça va être le capteur de distance qui va nous dire combien de temps il faut pour que l'onde elle revienne. Donc ça va mesurer. Et la durée de cet état-là, ça va être le t dans notre équation de tout à l'heure. Ça va être la durée de voyage de notre onde. Donc je vais vous montrer tout de suite comment faire. Hop, code, texte. Donc, oups. Pour faire un cycle, on va commencer par mettre notre broche. Pardon. On va commencer par mettre notre broche 8, en l'occurrence, en sortie. Et on va la mettre. Alors, je vais faire une petite pause. On va faire un petit délai. Et on va la mettre à l'état haut pendant 10 microsecondes. Digital write 8 high. Je tape sur trop de touches à la fois. Je vais la mettre par défaut à 0 pour être sûr que les conditions initiales soient respectées. Donc on va la mettre à l'état haut pendant une durée de 10 microsecondes. Donc je vous rappelle la fonction delay microseconde qui est comme la fonction delay, sauf qu'au lieu de prendre des millisecondes en paramètres, elle prend des microsecondes. Donc on met 10 microsecondes à l'état haut, et tout de suite après, on remet à low. Dès qu'on a fait ça, on demande le début de la mesure. Et dès qu'on a fait ça, on se met en réception. En réception. Tac, tac, tac. Et pour ça, on va changer le P-mode pour se mettre en input. Input. Et là, on va utiliser une fonction d'Arduino qui est bien pratique, qui va s'appeler pulse in. Pulse in, c'est une fonction, on l'avait vu rapidement dans un des cours, alors peut-être pas avec votre groupe, parce que je l'ai fait que dans un seul groupe, je crois. Pulse in, elle va prendre deux choses en paramètre. Tout d'abord, la broche de travail, donc la broche sur laquelle on l'a fait, on utilise pulse in, et ensuite, elle sert à mesurer un temps. Alors, soit un temps de durée d'état haut, donc soit un temps de durée où on a la présence d'un état haut, soit un temps de durée d'état bas. Là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, ça va être de mesurer le temps que dure l'état haut renvoyé par ce capteur. Donc, on va faire pulse in sur la broche 8 de la durée de l'état haut. Et tout ça, on va l'enregistrer dans un entier, dans une variable qu'on va appeler par exemple mesure. Ou on va l'appeler, non, on va faire mieux que ça, on va l'appeler temps. Donc le temps d'état haut, le temps de voyage de notre onde entre l'aller et le retour, il va être sauvegardé dans temps, et il va être
acquis grâce à la fonction pulse_in. Là, par exemple, on pourrait s'amuser sur la voie série à écrire notre temps. Donc on va déjà essayer ça, voir si tout fonctionne. Démarrer ma voie série. Hop. Et déjà, on peut s'amuser à mesurer ça. Voilà. Moniteur série. Donc là, on voit qu'on a un temps de 6600 microsecondes. Si on se rapproche, notre temps diminue. Et si on s'éloigne, notre temps augmente. Jusque-là, c'est logique. Si on est loin, forcément, notre onde elle met plus de temps à faire l'aller-retour. Et si on est proche, elle va mettre moins de temps à faire l'aller-retour. Donc là, c'est bien, on a une durée. Nous, ce qui nous intéresse, ça sera d'avoir une distance. Donc on va continuer nos calculs. Je vous rappelle que la distance, c'est la vitesse multipliée par le temps. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va faire, par exemple, float. Alors attendez. Float vitesse égale 340 mètres par seconde. Ça, c'est notre vitesse. Et donc maintenant, on peut faire vitesse fois le temps. Distance, allez, on va mettre ça dans un int. Int distance, ça va être la vitesse multipliée par le temps. Attention ici, le temps, il est en microsecondes. Or, nous, on a une vitesse qui est en mètres par seconde. Du coup, il faut qu'on divise ici par 1 million pour avoir quelque chose qui est réaliste par rapport à notre vitesse. Ou alors, on divise par 1000 pour avoir quelque chose qui va être en millimètres plutôt qu'en mètres. Puisque bon, on va pas mesurer des mètres, on va plutôt mesurer des millimètres. Donc on va diviser par 1000 pour avoir des millimètres. Et à la fin, on pourra avoir notre distance. Si j'ai pas fait de bêtises. J'ai fait une bêtise. J'ai voulu aller trop vite. J'ai été trop vite. Temps, il mesure le temps à l'état O en microsecondes. Je dis pas de bêtises. Arduino Pulse_in. Comme hier, j'ai voulu aller trop vite et du coup j'oublie des choses. Pulse_in renvoie le temps en... Marqué où? The length of the pulse in microsecondes. Donc ça renvoie des microsecondes. On est d'accord? Renvoie le temps de voyage en microsecondes. Voilà. Ouais, je suis pas sûr. J'ai un doute aussi. Hier soir, j'ai fait différemment et là, pour le coup, j'ai un doute. On va le faire en 2 fois. Peut-être qu'on va le faire en 2 fois. Ou alors on va mettre un long ici. Comme ça, on sera tranquille. Long, je vous rappelle que c'est comme le int, mais en plus gros. Ça peut contenir des valeurs qui seront plus grandes. La vitesse, elle est bien là. Donc, vitesse fois temps divisé par... C'est toujours bien d'avoir des petites parenthèses pour bien mettre nos calculs dans le bon ordre. Je vérifie si ça se trouve. Alors, c'était juste ça. On va voir. Non, c'est pas ça. Je me suis trompé. Alors, où est-ce que je me suis trompé? La vitesse, c'est le distance divisé par le temps. La vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Donc la distance, c'est bien le temps. Ah ben oui, je me suis fait avoir exactement comme je disais tout à l'heure. On mesure le temps de voyage aller et retour. Donc pour avoir une distance correcte, il faut diviser par 2 pour avoir qu'un seul trajet. Et si je fais ça, voilà. Donc ici, en millimètres, on a par exemple une distance de 1234 mm. Donc 1234 mm, ça fait pas loin de 125 cm. Ça fait, là, on est à 1250 si vous voulez. Si je me rapproche, on voit que je me rapproche de 60. Et si je m'éloigne, c'est pareil. Donc d'où vient la différence entre ici et là? Peut-être que ça vient tout simplement de la vitesse
de voyage qui est pas tout à fait la même. Eux, peut-être qu'ils ont considéré une vitesse qui est à 25 degrés, et ici ça sera à 20 degrés, ou l'inverse peut-être. Bref, il y a juste peut-être une approximation qui a été faite au niveau de la vitesse, qui fera que ça sera la différence. Bon, c'est un peu convolué, j'aurais pu faire ça évidemment en plus simple, et tout ça aurait dû passer sur des ints, on est d'accord. Mais c'était voilà, c'est cette histoire de diviser par 2, puisqu'on mesure bien le temps de voyage aller et retour, donc il faut bien diviser par 2 le temps de voyage. Petit aparté sur celui-là, ici le HC SR04, en plus d'être beaucoup moins cher que celui-là, la différence c'est que vous voyez ici, il a deux broches, trig et echo. Trig, ça veut dire trigger, ça veut dire détente, ça veut dire la gâchette. Grosso modo, le signal de 10 microsecondes qu'on est censé émettre ici, eh bien en fait vous allez l'appliquer sur cette broche trigger, le déclencheur ils appellent ça. Et l'écho, ça va être la même chose que tout à l'heure, en fait ça fonctionne exactement pareil, sauf qu'ils ont séparé le signal de déclenchement et le signal de réception, et le signal d'écho. Alors que tout à l'heure, Parallax a tout intégré sur une seule broche, donc ce qui nous permet d'économiser une broche sur notre montage. Mais sinon il fonctionne exactement pareil. Vous mettez 10 microsecondes sur le trigger, et ensuite vous mesurez le temps d'état haut sur la broche écho pour avoir la distance. Ouais, du coup c'est peut-être lié à ça, ils sont peut-être plus précis que moi, ils ont fait peut-être plus d'efforts sur la... Alors, j'arrive pas à le supprimer. Je sais pas pourquoi le simulateur des fois me laisse pas supprimer des choses. Si on mettait 346... Oups, c'est une bêtise. 346. Voilà, laisse-moi faire mon truc. On va voir si c'est mieux. Non, c'est pas mieux, Amaury. Mais je pense qu'il y a sûrement une histoire comme ça d'ajustement sur la vitesse. Mais du coup, voilà, les deux fonctionnent exactement pareil. Les deux, c'est la même stratégie. Mais il y en a un qui fonctionne avec 4 broches, et l'autre, il a fait l'économie d'une broche. Il vous économise une broche, mais il n'a pas le même coût. Il coûte plus cher. Alors évidemment, il n'y a pas de magie. Hein. Derrière les deux pastilles ici, donc là, vous avez votre carte électronique. Derrière, il y a énormément d'électronique. Si on va le chercher sur un Google Images, vous voyez votre composant. Alors, voilà, cette image-là. Votre composant derrière, donc il y a les deux pastilles qui sont en façade, et derrière vous avez énormément d'électronique pour traiter le signal, pour mettre en forme l'onde de départ, et pour la réception de l'onde, pour l'amplifier, pour regarder où elle est, etc., etc. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. Il y a toute une usine de traitement du signal qui vous permet après, vous, d'avoir les signaux qui sont propres sur la broche écho. Voilà, ils font tout un travail de traitement de signal pour vous simplifier la vie. Et heureusement, parce que c'est un petit peu pénible à faire sinon. On pourrait le faire avec de l'électronique, des amplificateurs opérationnels, des transistors, des machins, des trucs, mais ça sera un petit peu compliqué. Et du coup, on a fait le tour de tous nos composants, ou de la plupart en tout cas, qui existent dans le simulateur. Alors on pourrait dire que le pavé numérique c'est aussi un capteur, mais c'est jamais que des boutons qui sont placés en colonne et en ligne. Et les commutateurs c'est pareil, c'est juste des boutons qui sont actifs à 1 ou à 0 sans arrêt. Donc il n'y a pas grand magie là-bas derrière. Et donc, pour aujourd'hui, nous voici à avoir fait tout le tour des différents composants qui sont dans le simulateur. Et ça vous a permis aussi d'en découvrir pas mal. Il y a juste, j'en oublie un. J'ai oublié juste une chose, après je vous laisse tranquille. Promis. Vous avez peut-être pas envie d'être tranquille, vous voulez peut-être rester avec moi. Un dernier composant dont j'ai pas parlé, ça va être les composants qui utilisent des protocoles de communication. C'est le cas par exemple d'un composant qui s'appelle le SHT21. Le SHT21, c'est un capteur qui va mesurer l'hygrométrie, donc l'humidité, et la température. Il est capable de mesurer les deux dans un petit boîtier. Il mesure les deux, et au lieu de nous renvoyer l'information sur une simple broche, par exemple une broche avec une tension qui varie ou une résistance qui varie, ce capteur nous renvoie l'information via un protocole de communication qu'on appelle I2C. Alors l'I2C, c'est comme une voie série, mais en un petit peu plus évolué, où vous avez deux signaux. Un signal qui s'appelle SCL, pour clock, et un signal qui s'appelle SDA, pour signal data.
Et le principe de fonctionnement, c'est le suivant. Vous allez avoir un composant qu'on va appeler le maître. Donc le maître, en l'occurrence ici, ça sera l'Arduino, qui va émettre un signal d'horloge. Alors un signal d'horloge, c'est un signal sous la forme d'un créneau régulier. Donc une PWM à 50% si vous préférez. Donc ça va être mon signal d'horloge. Et derrière, la communication, donc elle va fonctionner à la vitesse de l'horloge. Et derrière, la broche de data, elle va servir à transférer les bits, un à un, les uns à la suite des autres. Donc c'est une communication série. Alors excusez-moi, je réponds juste à ça. Sinon on va faire que de m'appeler. Ah, le harcèlement. Et donc ça va faire comme ceci. La broche de données, elle va transmettre les informations, une à une, les bits après bits. Et comme ici, on a l'information des changements d'état, vous voyez, à chaque fois que ma clock elle va passer de 1 à 0, on va aller lire quel est l'état de DA. Alors attendez, juste faire une toute petite pause, 15 secondes. Hop, et voilà, tu vois, ça n'a pas pris de temps. Et donc, on va pouvoir vérifier si on a un 1 ou un 0. Si lorsque mon changement d'état, il est sur un état 1, alors j'ai un 1, et sinon j'aurai un 0, etc., etc. Et une dernière, donc, là où, avec la voie série, il fallait définir la vitesse, il fallait s'accorder, que le récepteur et l'émetteur s'accordent tous les deux sur la vitesse de communication. Ici, la vitesse, elle est informée dans le signal de clock. Alors, il y a des normes. On est souvent à 100 kHz ou à 400 kHz. C'est les deux normes qui existent pour la communication I2C. Et ensuite, une dernière chose sur la communication I2C, c'est, comme je disais, une communication maître-esclave. Tout d'abord, le maître, donc l'Arduino, va demander à tous les composants qui sont branchés sur ces deux fils-là, il va demander à un composant de lui envoyer une information. Comment il va faire? Eh bien, le premier octet qui va être envoyé, ça va correspondre à l'adresse du composant auquel on veut communiquer. Donc par exemple, vous habitez avec plusieurs personnes dans un immeuble, il y a une personne qui habite au numéro 1, une autre au numéro 2, une autre au numéro 3, etc. Eh bien, pour savoir une information de la personne qui habite au numéro 1, vous allez d'abord aller frapper à la porte du numéro 1. Eh bien là, c'est pareil. Tout d'abord, on va envoyer l'information numéro 1, donne-moi l'information de ton registre, par exemple 10. Et ensuite, le seul composant qui a le numéro 1 va répondre, donc le maître, l'Arduino, va continuer à émettre son signal de clock, et par contre, ne va plus envoyer d'informations sur SDA, mais va se mettre en réception sur SDA et va lire ce que l'esclave, ce que le numéro 1 va lui répondre. Et s'il veut une information du numéro 2 ou du numéro 3, il aurait d'abord précisé numéro 2 ou numéro 3, donne-moi l'information de tel registre ou des choses comme ça. Donc, vous pouvez avoir plusieurs personnes qui écoutent sur le bus I2C, sur les fils de l'I2C, mais seule la personne à qui on est en train de parler aura le droit de répondre et de nous envoyer une information. Ça, c'était pour une petite aparté sur l'I2C, petite introduction toute faible sur l'I2C. Au X27, l'hexadécimal. Du coup, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les capteurs. Donc on en a vu plusieurs de différents types, qui font différentes choses et qui fonctionnent de manière différente. Les cours ne sont pas finis. Les cours sont finis pour l'année, pour 2019, c'était le dernier que je faisais pour l'année 2019. J'ai d'autres streams de prévus d'ici la fin de l'année, mais qui ne seront pas de l'Arduino. J'en ai un notamment demain, où je vais programmer de nouveau un bot Twitch, mais qui sera en JavaScript. Ça ne sera pas de l'Arduino du tout. Donc si ça vous intéresse, je serai live toute la journée. Si vous avez envie de passer, dire coucou, n'hésitez pas. Ça vous permettra de jouer des sons dans mon stream directement depuis le chat. Enfin, un petit truc rigolo. Et les cours Arduino ne sont pas finis. On reprendra à la mi-janvier à peu près. Vous avez été nombreux. Je commencerai à 9h, je finirai vers 16h. Donc vraiment toute la journée. 9h, 16h, avec une pause de midi évidemment pour manger.
On reprendra mi-janvier pour l'Arduino. Vous avez été très nombreux à demander à parler de Arduino et l'Internet. Donc, je vais me plier à vos désirs parce que je vous aime très fort. Et donc, on parlera de l'Arduino et de l'Internet. Je sais pas en combien de séances on va le faire. Ça va pas se faire comme ça d'un coup de baguette magique. C'est un sujet qui est assez vaste. Mais normalement, on va y arriver. Et donc, on parlera de l'Arduino avec l'Internet. Magie. Et on fera ça à partir de mi-janvier. Pour tous ceux qui sont arrivés en cours de route, en cours d'année, en cours de semestre, je ferai une saison 2 au mois de février-mars, je sais pas encore. Ça sera annoncé sur le Twitter et sur le Discord. Donc si vous y êtes pas, si vous ne suivez pas, c'est pas pour vous encourager à me suivre à tout prix, mais ça sera pour voilà, sur le Discord et sur le Twitter, si vous voulez savoir quand ça démarrera. Je ferai un petit sondage avant pour savoir quel moment vous intéresse le plus. Parce que pour la saison 2, je ferai uniquement un stream le soir, vers 21h15, je vais décaler un tout petit peu, vers 21h15, mais à vous de me dire quel jour vous arrange le plus. Lundi, mardi, mercredi ou jeudi, pas le vendredi. Il faudra me dire quel jour vous intéresse le plus et je ferai le stream, voilà, le soir qui vous intéresse le plus. Donc si vous avez des amis, des cousins, des enfants, des frères, des sœurs, des parents, des grands-parents, qui sont intéressés par la programmation, par le sujet de la programmation et l'électronique, n'hésitez pas à faire passer le mot et à leur demander quel jour les intéresserait, puisque je ferai donc une fois par semaine. Je reprendrai tout ce qu'on a fait là, je le reprendrai une fois par semaine et je referai exactement le même rythme. Donc si vous avez déjà tout suivi, tout compris, bah pas la peine de revenir, ça sera redondant. Mais vous serez, si ça vous intéresse de revoir en live, de poser des questions en live, si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas, vous serez bien sûr, vous pourrez passer et il n'y aura pas de problème. C'est toutes les informations que je voulais donner pour l'instant. La dernière chose, c'est évidemment de vous souhaiter très fort, de tous, du fond du cœur, des très bonnes fêtes de fin d'année, un très bon joyeux Noël, un très bon nouvel an. Et je tenais à vous dire un très gros merci aussi de m'avoir suivi. On a commencé ensemble mi-septembre. Moi, mi-septembre, c'était un projet un petit peu... je lançais, j'étais un peu frileux, je savais pas trop si ça allait fonctionner. Vous avez été nombreux à me suivre, pratiquement hebdomadairement pour la plupart d'entre vous. Vous avez été beaucoup à m'envoyer des messages d'encouragement et de remerciements et de me dire que c'était bien et tout. Croyez-moi que ça a été entendu d'une oreille très attentive et merci beaucoup de m'avoir envoyé tous ces petits messages parce que c'est ce qui m'a aussi permis de continuer, parce que je vous cache pas que moi je suis pas prof, c'est pas mon métier, donc j'ai voulu tenter l'histoire. J'avais une petite idée que je pouvais le faire, mais je vous cache pas que tous vos messages, ça a mis du baume au cœur pour réussir à s'accrocher et pour le faire, parce que c'est pas toujours évident. Il y a des sujets plus compliqués que d'autres, ça demande du temps à être préparé en amont pour pas non plus proposer des lives trop mauvais, avec le simulateur, avec le logiciel de dessin et tout. Donc merci à vous pour vos encouragements, merci de m'avoir suivi, merci à tous ceux qui ont fait des dons PayPal ou des abonnements. C'est plein de petits cours d'eau qui font des grands fleuves à la fin. Ça me permet aussi justement de me dégager du temps, parce que moi je vous rappelle que je suis freelance. Mon métier c'est de faire des programmes pour des gens, pour vous ça a été de faire une formation en quelque sorte sur l'Arduino. Donc votre participation est la bienvenue, j'oblige personne encore une fois. Donc c'est vraiment merci à tous. Merci à tous d'être passés, le fait d'être là et le fait de m'avoir envoyé ces petits messages, c'est vraiment super. Pour ceux qui ont pu, le fait d'avoir fait des petits subs ou des trucs comme ça, c'est super aussi. Merci vraiment. Et du coup, voilà. On se revoit début d'année prochaine. Même principe, même format. Jusqu'à la fin du cours sur l'internet, je continuerai à faire mardi soir, mercredi midi. Mercredi après-midi, en l'occurrence. Et ensuite, je passerai à un seul soir par semaine pour la saison 2. Je réfléchis déjà à faire d'autres sujets, d'autres cours, d'autres langages de programmation. Il n'y aura pas d'attestation, il n'y aura pas de certificat, j'ai pas autorité à le faire. Alors si vous voulez, je vous fais une jolie feuille avec un tampon. Mais non, mais vraiment super. Merci à tous d'être passés, merci à tous de m'avoir suivi et de m'avoir encouragé. Comme tous les mercredis, il va falloir qu'on se quitte maintenant. Et oui, vous êtes les bienvenus demain si ça vous intéresse de voir un petit peu comment je programme. Demain, ça sera beaucoup plus l'arrache parce que je vais programmer un truc de A à Z. Je sais où je veux aller, je sais comment je veux le faire. Mais il y aura beaucoup de Google, alors là ça va être vraiment ma vie de développeur, parce que là vous allez voir comment je travaille au quotidien pour un sujet que je dois développer de A à Z. J'espère que ça tient dans une journée, donc il faut pas hésiter. J'ai pas vu ta question, Amaury. C'est quoi Discord? Et sinon il y a aussi les petits streams jeux vidéo, donc il y en aura un vendredi avec peut-être Amaury. Lundi prochain, il n'y en aura probablement pas parce que je serai pas là, je serai déjà en famille. Et à la fin de l'année, j'en ferai quelques-uns. J'ai notamment des trucs originaux à proposer, on verra si ça vous plaît.
Amaury, la réponse est non. Je peux retrouver l'information. J'en connaissais un, je peux retrouver l'information. Mais c'est chiant à utiliser. Voilà, je te préviens d'avance. Cherche dans tout j'ai pas trop le temps de réponse. Cherche dans tout ce qui est drone, parce que les drones ont besoin de baromètres pour connaître l'altitude. Donc cherche dans les sujets de drone, etc. Très bonne fin de journée à tous, très bonne fin de semaine à tous, si on se revoit pas d'ici là, très bonne fin d'année à tous, amusez-vous bien, passez du bon temps, reposez-vous, profitez-en. Et on se revoit mi-janvier, je vous tiendrai au courant sur Twitter, Discord et compagnie, pour le début des cours sur l'Arduino avec Internet. Amusez-vous bien, passez le bon moment, et à très bientôt. Salut, salut!